Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour ces 2 heures de direct pour parler des sujets qui nous concernent. Vous avez certainement déjà reçu des emails provenant de votre fournisseur d'accès, d'EDF ou même des impôts pour vous dire que vous aviez versé trop d'argent, qu'il fallait cliquer sur le lien et qu'on allait vous rembourser, mais qu'il fallait évidemment donner vos coordonnées bancaires. Évidemment, les arnaques sur Internet se multiplient. L'email est l'un des outils favoris des pirates sur Internet. Ces arnaques sont de plus en plus nombreuses. Comment se protéger? On va en parler aujourd'hui avec Vincent Inderer. Bonjour, secrétaire général de l'association Phishing Initiative. Le phishing, c'est justement ce principe d'envoyer des emails par millions et puis de prendre à l'hameçon quelques-uns d'entre nous qui se font avoir. Elle permet donc aux internautes, cette association, de dénoncer des sites de phishing francophones qui sont ensuite bloqués par Google. Colonel Nicolas Duvinage, bonjour. Vous êtes commandant du Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie nationale. Excellent. Denis Jacopini, bonjour. Merci d'être là, expert informatique près de la Cour d'appel de Nîmes, consultant auprès des entreprises, et vous êtes un spécialiste justement de toutes ces techniques sur Internet. Cyril Brosset, bonjour, journaliste au magazine Que Choisir, et vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Arnaque sur Internet, détecter les emails malveillants ». Peut-être un point avec vous sur l'association. Vous recevez beaucoup effectivement d'emails de plaintes concernant ce type d'arnaque? On reçoit régulièrement des plaintes, pas énormément non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pas, soit qui ne se rendent pas compte qu'ils ont vraiment été victimes de phishing. Ce qui arrive parfois, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont un prélèvement sur leur compte, ils crient à l'erreur de la banque, sans se souvenir que quelque temps auparavant, ils avaient peut-être donné leurs coordonnées bancaires sur un site internet. Alors, on va regarder le sujet de Rabat Haït Amadouche et de Denia Rivet qui ont enquêté sur ce phénomène. Regardez. Au départ, ça a l'air d'une bonne nouvelle. Un mail estampillé République française vous annonce que les impôts vous doivent de l'argent. Un trop perçu de 121 € qu'on vous propose bien sûr de vous rembourser. Mais pour cela, il vous faut d'abord cliquer sur un lien pour remplir un formulaire en ligne. Attention, il s'agit là d'une arnaque phishing. Le phishing, c'est hameçonner. On va vous envoyer quelque chose qui va vous intéresser ou vous inquiéter. Et à partir de là, on va espérer que vous allez remonter la ligne pour derrière rentrer des informations secrètes comme votre numéro de carte bleue ou votre compte bancaire par exemple. Vous êtes habitué à un environnement graphique, votre banque, les impôts, la CAF. À partir du moment où ça ressemble, a priori, vous y croyez. Le phishing, qui touche essentiellement les banques et les administrations publiques, fonctionne donc en 3 temps. En cliquant tout d'abord sur le lien du mail, vous êtes transféré sur un clone du site officiel des impôts géré par des pirates. Vous transmettez là les coordonnées bancaires exigées et les malfrats, basés essentiellement en Afrique et en Europe de l'Est, peuvent ensuite, à leur guise, ponctionner vos comptes bancaires. La règle, elle est simple. On ne répond jamais à un email qui vous demande la communication de vos coordonnées bancaires ou d'un code secret. Dans quasiment tous les cas, c'est un piège. Les professionnels ne procèdent plus jamais comme ça. Enfin, sur un email comme celui-là, n'ouvrez pas les pièces jointes, ne cliquez pas sur les liens. Ça va vous amener vers un site construit par les pirates. Et puis, pensez à sécuriser votre ordinateur en installant un antivirus. Et en cas de doute persistant, un site internet a été mis en place par la police pour signaler directement en ligne ces arnaques. Denis Jacopini, ces pirates sont de plus en plus ingénieux et de plus en plus perfectionnés dans leur méthode aujourd'hui. Alors, il y a des communautés où ils se partagent des informations, notamment les modèles à utiliser. Ces modèles sont régulièrement améliorés, notamment en matière d'orthographe, de grammaire. Les accents également, qui posent un problème suivant les pays, sont également corrigés. Et puis, les logos sont de plus en plus bien formés. Il est très, très difficile de faire la différence entre un vrai site et un faux site maintenant, parce que même le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse Internet, a très souvent le nom du site Internet original à l'intérieur. Donc, c'est très difficile d'expliquer aux gens comment vraiment voir à coup sûr la différence. Oui, comment est-ce que vous travaillez alors Alors on travaille essentiellement sur plainte ou signalement des grandes entreprises ou des administrations qui peuvent en être elles aussi victimes, parce qu'il y a évidemment d'une part des particuliers
qui sont victimes, mais l'entreprise dont on utilise l'image est elle aussi quelque part victime. L'une des difficultés, c'est qu'il y a d'une part une sous-déclaration du phénomène aux autorités policières et judiciaires par rapport à la réalité des faits. Très peu de personnes portent plainte et pour autant, nous avons malgré tout plusieurs centaines de plaintes par mois au niveau national. L'autre difficulté après le recueil de ces plaintes, c'est que nous avons des plaintes qui sont extrêmement morcelées, extrêmement éclatées, éparpillées sur tout le territoire national. Donc il faut faire du recoupement entre ces différentes plaintes pour s'apercevoir que nous avons affaire à un seul et même phénomène et pour éviter qu'il y ait 100 enquêteurs dans 100 brigades de gendarmerie ou 100 commissariats qui, chacune de façon isolée, enquêtent de leur côté. Mais il faut essayer de centraliser tout ça. Et c'est un des gros défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et c'est compliqué. C'est d'abord compliqué de centraliser cette information. Il y a des projets en cours au sein du ministère de l'Intérieur pour centraliser ces plaintes et ce recueil d'informations pour améliorer l'efficacité du traitement policier et judiciaire derrière. Oui. Comment fonctionne votre association à vous ? Alors justement, nous, on est là pour cette partie uniquement de l'escroquerie, le phishing. Et on est là un petit peu, j'ai envie de dire, en complément de l'action judiciaire qui est nécessaire, d'arrêter les pirates qui mènent ces fraudes. Il faut le faire, mais nous, dans l'intervalle, on essaye de prévenir le fait que des gens soient victimes, que les gens visitent ces sites, donnent leurs coordonnées bancaires. Donc on travaille avec des opérateurs techniques qui, eux, peuvent faire bloquer et faire afficher un avertissement à l'utilisateur de telle sorte que il sera protégé, il se dira zut, là c'était dangereux, je ne vais pas aller plus loin. Et on se rend compte que ça fonctionne dès lors qu'il y a ces avertissements rouges en gros sur le navigateur, et tout le monde utilise un navigateur pour surfer sur Internet. Eh bien ça fonctionne, on permet d'empêcher certaines personnes d'être victimes. Oui, mais vous êtes dans la prévention et aussi dans l'assistance. Alors, on fait très peu d'assistance, au sens où on n'est pas une hotline. Il y a justement, au sein de la plateforme du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos, y compris ce dispositif de signalement en ligne et une plateforme hotline, donc téléphonique, sur laquelle on peut appeler et avoir de l'aide. Nous, on est vraiment là plus dans un schéma technique, tactique, pour justement bloquer les cas le plus rapidement possible, empêcher qu'il y ait 100 victimes, s'il peut y en avoir que 10. Denis Jacopini, la France serait le 3e pays visé par les cyberattaques. C'est un chiffre que vous confirmez ? Je n'ai pas les mêmes. Moi, j'ai plutôt... le dernier que j'ai vu ce week-end, c'était que la France était en 9e position. Alors, peut-être que votre chiffre concerne essentiellement le phishing, mais en matière d'attaques cybercriminelles, arnaques, phishing et aussi tout ce qui est logiciel malveillant, parce que c'est aussi un autre fléau qui est vraiment très très important, et notamment ces 3 derniers mois ont été catastrophiques. C'est quoi les logiciels malveillants ? En l'occurrence, ces derniers mois, la France a été touchée par une vague de cryptogiciels, des logiciels qui rentrent dans l'ordinateur. Alors, ils ne rentrent pas comme ça par hasard. Il y a une action derrière de la part de l'utilisateur qui n'est pas très bien sensibilisé malheureusement ou qui se fait piéger. Et ce logiciel, ce méchant-giciel, c'est comme ça que je les appelle, ce logiciel malveillant qui rentre dans l'ordinateur va crypter la totalité des informations qui s'y trouvent présentes. Donc les documents traitement de texte, les documents tableau, mais aussi tout ce qui est photo, musique, film. Et ça tue l'ordinateur. Non, l'ordinateur continue toujours très très bien à fonctionner, sauf peut-être un dernier virus récent qui rend l'ordinateur en panne. Mais la technique est de rendre les fichiers qui sont précieux à l'utilisateur inaccessibles parce qu'ils sont cryptés, et en demandant une petite somme d'argent, aux alentours de 200 à 300 euros. Je vais vous demander quel est l'intérêt. En fait, le pirate va vendre cette clé pour que l'utilisateur puisse récupérer son bien. Et à partir du moment où on touche des informations qui sont émotionnellement précieuses, des photos, ça n'a pas de prix. Et on est prêt à payer pour des photos de famille, des photos de son enfant, de ses petits-enfants, parce qu'on ne pourra plus jamais les refaire. Donc on ne peut pas dire tant pis. Et c'est là que
il y a la sauvegarde qui très souvent est négligée et qui pourtant permettrait à ces utilisateurs C'est-à-dire de ne pas gêner. prendre un disque dur et de régulièrement sauvegarder Par exemple, le mais contenu. attention, parce que aussi ces crypto-virus vont crypter tout ce qui se trouve connecté sur l'ordinateur, les clés USB, les disques durs. Donc presque, il faudrait graver sur CD ou sur DVD. Et là, on est sûr que le crypto-virus ne peut rien faire sur des supports fixes. C'est dingue, ça. Ouais. Sur les classements, c'est toujours délicat de parler de chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la gendarmerie, nous recensons entre 3 et 4 000 plaintes nouvelles chaque mois à l'échelle nationale, simplement en zone gendarmerie. Et sur ces 3 à 4 000 nouvelles plaintes chaque mois, il y en a environ 80% qui concernent des escroqueries liées à Internet. Sur ces escroqueries liées à Internet, ça peut être du phishing, ça représente environ 10%, ça peut être des escroqueries au sentiment, sur des sites de rencontres. Ça peut être des rançongiciels, comme vous l'avez dit, donc c'est les logiciels qui chiffrent tous les fichiers qui réclament une rançon. Ça peut être des escroqueries aux petites annonces, notamment des petites annonces immobilières en fonction de la saison touristique. Donc les modes opératoires en matière d'escroquerie sont extrêmement variés. Et donc quand on dit que 80% de nos 3 à 4 000 plaintes nouvelles chaque mois sont des escroqueries sur Internet, effectivement, le phénomène est d'ampleur. Le phénomène est d'ampleur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de se défendre ? C'est toujours compliqué, hein. Effectivement, il faut signaler l'escroquerie. Si on a déjà payé, on peut essayer d'aller voir sa banque pour essayer d'obtenir le blocage du paiement. Mais nous, on se rend bien compte que les consommateurs sont un peu démunis face à ce problème-là. Pareil, sur le cryptage, les gens, ils ne savent pas s'ils doivent payer. On leur dit de ne pas payer, de porter plainte, de prévenir les forces de l'ordre. Mais ils sont un petit peu face à une inconnue. Donc, parfois ils se retournent vers nous pour essayer d'avoir Pour vous donner, puisque vous voulez des chiffres, pour vous donner l'ampleur du phénomène. L'ampleur. Faut savoir que chaque seconde, il y a dans le monde à peu près 2 millions d'emails qui sont transférés, qui véhiculent chaque seconde. Chaque seconde. Il y a à peu près 54% de spam dans ces emails, c'est-à-dire des emails non désirés. Alors, c'était jusqu'à 70% en 2013, ça a commencé à diminuer en 2014, 2015, ça commence un peu à se stabiliser aux alentours de 50%. On dit, admettons, il y a 2 millions d'emails chaque seconde et 1 million de spam, on va dire. Sur ces 1 million de spam, il y a 23% d'emails qui vont être malveillants. C'est des mails qui sont en rapport avec la cybercriminalité. Et dans ces 23%, il va y avoir la moitié qui vont être de l'arnaque, un quart du phishing, et le reste, ça va être des logiciels malveillants. Mais 23% d'1 million d'emails par seconde dans le monde, ça fait chaque jour par utilisateur 4 mails qui a pour but de lui voler ses coordonnées, ses données personnelles. C'est colossal. Voilà. Au niveau français, c'est à peu près ce que ça représente. Est-ce qu'on arrive tout de même à arrêter ceux qui envoient ce type de mails ? Alors, il ne faut pas se voiler la face. Les résultats en termes d'élucidation ne sont pas très bons. Ils ne sont pas très bons pour pas mal de raisons. D'une part, parce que les emails sont envoyés de façon massive à partir de machines qui sont elles-mêmes compromises. Donc, le fait de remonter à l'expéditeur du mail, qui n'est jamais l'adresse indiquée, bien entendu, mais on a des moyens, malgré tout, d'identifier la machine qui les a émises. Cette machine est généralement une machine compromise, piratée. Donc, même si on va aller la saisir et frapper à la porte de celui qui la détient physiquement, cette personne généralement ne saura même pas que sa machine a été utilisée pour envoyer des millions de mails à travers la planète. D'autre part, il faut tracer les flux financiers. Les flux financiers, là aussi, c'est assez bien fait, assez bien organisé. C'est rarement le bénéficiaire final de l'argent qui touche l'argent le premier. Il y a un système d'intermédiaires financiers qu'on appelle des mules qui sont là pour brouiller les pistes. Donc c'est compliqué également. Et en matière d'infrastructure, de sites web contrefaisants ou de phishing, très souvent là aussi les pirates savent prendre les précautions nécessaires. Donc c'est compliqué
techniquement, c'est compliqué d'un point de vue opérationnel. C'est compliqué aussi parce que très rapidement, on a besoin de coopération internationale et que la coopération internationale, même si d'immenses progrès ont été faits ces dernières années, en particulier au sein de l'Union européenne, ça reste assez aléatoire et assez lent. Donc les résultats, il faut le reconnaître, sont assez peu encourageants. C'est un bon business, quand en gros... on risque pas de se faire prendre. Et on a même trouvé ce matin sur YouTube comment monter son site de phishing. Oui, mais les techniques le sont d'une part connues, mais surtout répandues sur Internet et maintenant en français de manière assez courante sur le réseau dont vous parlez. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir fait informatique pendant de nombreuses années pour être capable de pouvoir faire ça. Et il suffit d'avoir l'esprit malveillant, de se dire tiens, je vais chercher des informations pour faire ça. Et en fait, elles vont tomber quasiment toutes crues sur notre ordinateur. Il suffit qu'on tape les bons mots-clés sur Internet et on va trouver ces informations-là très, très, très facilement, avec des guides, avec les outils pour pouvoir contaminer, pour pouvoir accéder aux ordinateurs à distance. Enfin, on peut trouver tous les packs, tous les kits possibles et inimaginables. Oui, Vincent Andrea. Oui, nous, on trouve qu'effectivement, c'est beaucoup trop simple aujourd'hui. C'est pas assez de risques. Donc, du coup, c'est une activité qui attire, notamment des jeunes dans certains pays hors Union européenne. Et ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de rendre ce métier de fraudeur plus compliqué pour que, certes, il y aura toujours des espions, des experts, des hackers très chevronnés, mais que ça soit beaucoup plus complexe pour eux, beaucoup plus coûteux pour eux de mener ce genre de campagne. Le logiciel malveillant, vous vouliez réagir, c'est aussi, oui. Ça fait partie de... Oui, et le vecteur est souvent l'email aussi, donc c'est quelque chose, les gens n'avaient pas trop l'habitude de faire attention à ces factures envoyées en pièces jointes. Ça va rentrer parce que les gens se font avoir une fois, deux fois, et puis effectivement ça rentre, mais il y a vraiment un niveau de sensibilisation à faire monter dans l'ensemble de la population pour prévenir tous ces risques. Oui, on voit, on a vu, on est sur Internet, comment faire du phishing, what is phishing, créer son phishing, on donne cette information. Après, il faut un certain niveau de perfectionnement. Cyril Brossel, les premières victimes, tout le monde est victime, mais souvent les personnes âgées sont les premières victimes, celles qui ont Internet, qui commencent à s'y mettre et qui reçoivent des avis comme ça. Ouais, nous, celles qui nous contactent, effectivement, ce sont surtout des personnes âgées qui sont inquiètes parce qu'elles ont reçu un email et dans l'email, on leur fait peur, notamment, on leur dit que s'ils ne payent pas, s'ils ne donnent pas leurs coordonnées, leur électricité va être coupée ou ils n'auront plus le téléphone. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? La première chose, c'est effectivement, elles cliquent et puis elles suivent la procédure jusqu'au bout. Et voilà. Et après, elles s'en rendent compte ou elles ne s'en rendent pas compte, mais en tout cas, souvent, ce sont elles qui sont... Quel conseil vous donnez, vous Nous, on a bien vu, une fois qu'on s'est fait avoir, c'est déjà malheureusement un peu trop tard. Donc le principal conseil, c'est la prévention, c'est faire preuve de bon sens. Jamais les impôts ou la CAF ne vont vous demander vos coordonnées bancaires ou des identifiants de données personnelles par un simple email. Et en cas de doute, il faut contacter directement l'organisme ou aller sur le site internet, mais en passant vraiment par la page d'accueil, entrer ces identifiants pour être sûr qu'on arrive sur une page mais ne pas cliquer, jamais cliquer sur le lien qui vous est envoyé. Moi, une fois avec Apple, je me suis interrogée, j'ai vu, vous avez commandé Superman pour 26 €. Je n'ai jamais commandé Superman. C'était Apple, c'était bien fait. Puis après, effectivement, on se rend compte, rentrer votre compte bancaire. Bon, on a compris. Oui, parce que vous en rendez compte, mais c'est vrai que les personnes qui, elles, justement, ont fait une commande il y a quelques temps, elles ne font pas très attention. Elles arrivent sur un site qui vraiment ressemble comme deux gouttes d'eau au site officiel avec des liens. Si vous cliquez, vous retournez sur les pages officielles. Donc, c'est très, très bien fait. Et il ne faut pas non plus appeler le numéro de téléphone indiqué dans le mail. Il faut appeler le numéro de téléphone que l'on connaît, qu'on a dans les courriers papier ou qui est sur le site officiel. Parce que parfois, dans les faux mails, il y a également un numéro de téléphone à appeler qui est évidemment un numéro de téléphone des escrocs. Oui. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer qu'il est très facile de piéger quelqu'un. Par exemple, LinkedIn s'est fait pirater ses bases de données il y a quelques années. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Ça peut arriver avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec n'importe quel réseau social. Donc, ils se font voler leurs bases de données.
LinkedIn donc se rend compte que ces informations se retrouvent en clair sur le darknet. Bon, on peut récupérer donc les identifiants et les mots de passe de plusieurs millions de personnes. Donc LinkedIn lance une campagne auprès de tous ces utilisateurs qui ont eu les données qui ont été volées, leur disant veuillez changer votre mot de passe. Donc c'est une campagne qu'ils vont faire par mail, ils ne vont pas la faire par téléphone, ils vont la faire par mail. Donc attendez-vous à recevoir un jour ou l'autre un email de LinkedIn qui va vous proposer, même pas vous proposer, vous demander de vraiment changer de mot de passe. Donc, vous allez tomber sur une page LinkedIn qui va vous demander votre ancien mot de passe pour vérifier que c'est bien vous, il va vous demander votre nouveau mot de passe. C'est très facile pour un pirate de prendre la place de LinkedIn et d'envoyer des millions d'emails, vous savez, le fameux million d'emails chaque seconde qui part et qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui sont malveillants. Il peut se cacher à l'intérieur des emails de LinkedIn qui vont vous demander de vous identifier. Donc, le pirate va avoir, donc du coup, sous forme grâce au phishing, il va avoir votre ancien mot de passe. Ouais. Donc vous avez peut-être utilisé sur Facebook, vous avez utilisé ailleurs, donc il va pouvoir utiliser ces informations-là pour pirater peut-être d'autres comptes, vos emails, ce qui peut être le pire. Ouais. Ensuite, il aura votre nouveau mot de passe, et puis vous allez retenir votre ancien mot de passe, votre nouveau mot de passe. Même si vous faites piéger, vous n'allez pas en retenir un troisième, où ça commence à devenir compliqué. Et donc du coup, le pirate, il aura tout ce qu'il faut pour mener ses attaques. Et ça, des millions d'exemplaires sont envoyés chaque jour à travers le monde. Oui. Comment on fait dans ce cas-là? On a une question de quelqu'un qui nous dit comment est-ce qu'on fait quand on a été victime, à qui est-ce qu'on doit se plaindre? Si vraiment vous avez versé de l'argent, essayez de vous retourner vers votre banque pour voir s'il y a quelque chose à faire pour bloquer le paiement ou récupérer l'argent. Mais c'est pas gagné, et puis il faut signaler. Mais quand on en reçoit sans se faire arnaquer, c'est-à-dire ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Quand je reçois un mail, je comprends qu'il est frauduleux. Est-ce qu'il faut le faire suivre? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que ça sert à quelque chose? Puisque vous disiez qu'il y avait un taux d'élucidation Alors, dans un premier temps, déjà, il ne faut surtout faible. pas le faire suivre à son carnet d'adresse, bien entendu. Bien sûr. Ça peut être rapporté à des associations de prévention de type Phishing Initiative. Ça peut être rapporté également sur les dispositifs prévus à cet effet du ministère de l'Intérieur, la plateforme Pharos, le numéro de téléphone info escroquerie. En termes d'élucidation, on arrive quand même à un certain nombre de résultats, même si ces résultats sont bien entendu aux yeux des victimes toujours insuffisants. On arrive malgré tout à des résultats. En tout état de cause, il y a un aspect préventif qui est essentiel. Les banques ont fait de gros efforts ces dernières années. Il y a encore des efforts à faire du côté des pouvoirs publics, sans doute, d'un certain nombre de prestataires d'énergie, d'opérateurs, etc. Les banques ont fait de gros efforts en tout cas, mais la prévention reste encore le maître mot. Oui. Et nous, de notre côté, quand on le reçoit, plus on le reçoit tôt, plus on peut protéger d'utilisateurs qui potentiellement se font avoir dans les minutes et les heures qui suivent. Donc nous, on a cette course un petit peu contre la montre, et il nous suffit qu'une personne nous le signale pour qu'on puisse bloquer la campagne. Donc le plus tôt on l'a, le mieux c'est. Mais c'est cet effet démultiplicateur qu'on recherche, c'est-à-dire une personne nous le signale, nous on arrive à le faire bloquer, et du coup ça protège virtuellement les autres. C'est un peu l'objectif de mener cette guérilla contre tous ces phishers. Il y a aussi le téléphone maintenant qui est des appels pareil du ping call, je crois que ça s'appelle, où on vous dit vous avez reçu un colis, ou votre conseillère, rappelez votre conseillère d'urgence, là aussi ce sont des numéros surtaxés. Sinon, on a eu des gens qui ont reçu un coup de fil chez eux. Alors soit c'était un robot qui leur disait que voilà, ils devaient fournir leurs coordonnées pour remettre à jour le fichier de Carrefour ou de la CAF, ou soit carrément des personnes qui appelaient les gens en leur disant voilà, je suis votre conseillère de la banque, j'ai besoin de certaines coordonnées. C'est une sorte de phishing, et ça marche. Alors ça demande un petit peu plus d'efforts pour les pirates, ils sont peut-être un petit peu moins discrets, donc il y en a peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est efficace. Les messages sont de plus en plus personnalisés, sont de qualité vraiment croissante. Là aussi, on a des possibilités d'investigation judiciaire, mais là aussi, on a de vrais problèmes d'éclatement des plaintes et des signalements, avec la vraie difficulté que nous avons, c'est que le préjudice individuel est généralement très faible, c'est le prix d'un appel surtaxé, mais le préjudice collectif peut être de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tant que nous n'aurons pas un parquet national
cybercriminalité, c'est-à-dire une organisation judiciaire centralisée en matière de cybercriminalité, et on en prend le chemin avec le projet de loi en cours de lutte contre la criminalité organisée. Mais tant que ce projet de loi n'aura pas été mis en œuvre, on a une difficulté d'organisation policière et judiciaire sur la centralisation des procédures. Il y a un peu urgence quand même, non? Ça fait un petit moment que ça dure. Le gouvernement y travaille, et c'est pour ça que ce projet de loi est très attendu des spécialistes de la cybercriminalité. Ouais. Denis Jacopini. Ça fait maintenant 3 ans que je passe énormément de temps à faire de la sensibilisation. Je me rends compte que les maillons faibles, ce n'est plus aujourd'hui les ordinateurs, les antivirus, c'est surtout les utilisateurs. Ouais. Et que ça soit en entreprise. En entreprise, on essaie de sensibiliser les chefs d'entreprise pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Mais surtout, on essaie de sensibiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils nous permettent de pouvoir intervenir auprès des salariés, auprès des utilisateurs, qui, au départ, eux, ne font qu'utiliser l'ordinateur par rapport à ce qu'on leur a appris. Donc, ils ne vont pas mettre en place des garde-fous parce que ça les embête, ils vont peut-être perdre en productivité. Néanmoins, c'est indispensable aujourd'hui de redoubler de prudence lorsqu'on utilise aujourd'hui son équipement informatique. Donc, on fait de la sensibilisation auprès des salariés. Ces salariés vont pouvoir utiliser tous ces conseils chez eux. Donc, ça permet de faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs familiaux, auprès des familles, auprès des utilisateurs particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut, à mon avis, axer, puisque à partir du moment où un utilisateur sait à quoi ressemble une attaque par phishing, à partir du moment où il sait à quoi ressemble une attaque par arnaque, ou à quoi ressemble une attaque par une pièce jointe piégée ou un site internet piégé, il y a de multiples formes que ça peut prendre, mais à partir du moment où il connaît ces formes-là, il ne peut plus se faire avoir parce qu'il sait à quoi ressemble le loup. Ouais. Donc il ne va plus le faire rentrer dans la bergerie. Sauf que le loup, maintenant, il a des faux nez et ils se aiguisent de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'il y avait l'histoire de l'adresse Internet où on se rendait compte que c'était évidemment pas Apple, mais un truc un peu bizarre. Maintenant, ils arrivent à avoir des adresses presque similaires. Donc, détecter le faux mail est parfois devenu très difficile. On se rend compte qu'effectivement, la gendarmerie nationale ou la police nationale ont des difficultés pour arriver à mener leurs enquêtes et arriver jusqu'aux personnes malveillantes parce qu'il y a un manque de coopération qui a été découvert et qui existe et qui n'est pas prêt malheureusement de s'arranger. Alors, il y a des accords aujourd'hui qui sont plus ou moins officiels et d'autres plus ou moins officieux qui permettent de pouvoir faire avancer les enquêtes. Ça avance, mais par rapport aux millions d'emails, aux millions de victimes, il y a eu 2 millions de victimes par phishing en 2015, selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions de victimes de phishing en France en 2015. Sur la coopération internationale, les choses vont quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Au sein de l'Union européenne, ça marche plutôt pas mal, notamment via Europol. Oui. On obtient très souvent les réponses à nos questions des collègues au sein de l'Union européenne. Au-delà des frontières de l'Union, c'est plus aléatoire, plus variable, en fonction des affaires, en fonction des prestataires privés auxquels on s'adresse. Ce n'est pas forcément une question de pays, ça peut être aussi une question de prestataires privés au sein d'un même pays. Certains nous répondent, d'autres ne nous répondent pas. Pour autant, beaucoup de chemin a été fait en matière de coopération internationale. C'est évidemment pas parfait, on en veut toujours plus, évidemment, mais il y a eu de gros efforts de fait et la coopération internationale s'est largement améliorée ces dernières années, y compris et surtout en matière de cybercriminalité. Un email amusant là, qui nous dit le faux email sur les impôts qui nous remboursent, on n'y croit pas. On n'y croit plus, mais on y croyait. Voilà. Il y a suffisamment d'autres arnaques, d'autres typologies d'escroqueries. Voilà, ça va continuer de changer, de s'adapter à l'actualité aussi. Et d'évoluer, ouais, c'est ça. Quel est le plus malin que vous ayez vu ? Le phishing, il y a du phishing traditionnel. Plus il utilise des données spécifiques à l'utilisateur. Par exemple, effectivement, il a pu savoir que telle personne avait fait telle commande, perdu tel papier, ou fait telle chose, ou simplement son nom, son adresse. Et bien là, ça fonctionne mieux. Ouais. Le taux de fraude explose dès lors qu'on spécifie à l'utilisateur qu'on lui parle directement. Qui se sent très concerné en disant c'est forcément... Il est de plus en plus simple d'obtenir ces données sur les gens.
commence par le nom, puis l'adresse, puis des données encore plus précises. Et alors, ces campagnes-là sont très efficaces. Ouais. À mon avis, les pirates suivent l'actualité, mais ils suivent aussi les saisons. Par exemple, on va se trouver là, on est aux portes de l'été. Il va y avoir énormément de locations de vacances qui vont se négocier. Le nombre d'arnaques que l'on trouve sur des sites comme Le Bon Coin, alors c'est pas le site qui est en cause, c'est les personnes qui vont l'utiliser de manière malveillante et qui elles le sont. On va trouver des fausses annonces de maisons à louer, d'appartements à louer au bord de la mer ou à la montagne, mais ça va être surtout au bord de la mer cet été, où en fait il faut envoyer un acompte, et cet acompte-là en fait il sera versé sur peut-être un compte en Afrique, compte en Western Union, ou alors un compte à Manda Cash, avec derrière tout un réseau qui va récupérer cet argent-là. On va se déplacer à notre maison qu'on a louée, on va se rendre compte qu'on va être 10 personnes à faire la queue, et à se rendre compte qu'il n'y a personne qui est là à la maison est vide et personne n'a les clés. C'est quelque chose qui peut arriver, qui est déjà arrivé et qui va encore arriver cette année à coup sûr. Vous demandiez quelles sont les escroqueries les plus innovantes, les plus intelligentes, les plus malignes. Ce qui est assez frappant, c'est de voir l'évolution dans le temps de ce qu'on appelle les escroqueries au sentiment. Il y a quelques années, on recevait encore beaucoup de mails disant je suis la veuve d'un empereur du cacao, je suis l'orphelin d'un grand magnat du diamant, etc. Au début, les gens y croyaient un petit peu, et puis plus personne n'y a cru. Donc c'est ce qu'on appelait les escroqueries au sentiment, les escroqueries à la nigériane. Aujourd'hui, ces escroqueries au sentiment, elles subsistent, mais sous une autre forme. Et c'est ça qui, d'un point de vue criminologique, est intéressant. Elles se sont déplacées aujourd'hui vers les sites de rencontres, où, sous couvert de rencontres amoureuses, on entre en contact et on met en confiance la victime. Et au final, on lui dit écoute, maintenant qu'on est en contact, maintenant qu'on est amis, j'ai besoin d'argent parce que je suis dans le besoin. Et donc, l'escroquerie s'est déplacée sur ce terrain-là. Ouais, c'est arrivé, pareil. J'ai cet exemple autour de moi d'une jeune femme qui entretenait une relation via Internet, et l'homme lui dit je pars pour affaires en Afrique, et puis 2 jours après, elle lui dit on m'a volé mes papiers, j'ai besoin de recevoir 4 500 €. Bon, elle a compris, mais c'est vrai que on peut retrouver sur Que Choisir des conseils très précis régulièrement pour se dans le magazine et protéger. sur notre site internet, on revient parfois sur ces sujets-là. Et puis vous saisir éventuellement en cas de Bien sûr, on peut nous écrire, aller sur notre forum et puis dans nos associations locales. Et puis votre association aussi qui aide les victimes. Merci à tous les 4. À suivre le journal sur LCI.